Que se passe-t-il lorsque la force vitale d'une communauté se transforme en un brasier ardent ? Dans la pittoresque ville de Bellingham, nichée entre des forêts denses et la baie scintillante, deux artères essentielles traversent le cœur de la communauté. Le ruisseau Whatcombe, un havre pour les saumons et les aventures d'enfance, et l'oléoduc olympique, vital pour la mobilité de la région. Tous deux sont essentiels à la vie quotidienne, jusqu'à ce qu'ils se croisent violemment. C'est une journée d'été parfaite au parc Whatcombe Creek. Deux jeunes garçons profitent en main de la nature et jouent par l'un près du ruisseau. Cependant, en un instant, l'existence paisible de cette ville explose en une boule de feu violente, brûlant tout sur son passage. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette explosion violente ? Un pipeline en acier géré par Olympic s'étend des raffineries du nord de l'État de Washington jusqu'à Portland, dans l'Oregon. C'est une voie clé pour le transport de carburant contrôlé à distance depuis Renton. Ici, des ordinateurs surveillent le carburant, détectent les problèmes et contrôlent la pression pour prévenir les accidents. Mais sous la surface, elle recèle des défauts qui vont bientôt conduire à une catastrophe. Le 10 juin débute comme un jour ordinaire pour le personnel du centre de contrôle. Puis, vers 3h15 de l'après-midi, l'un des opérateurs du système remarque une erreur dans les journaux informatiques. Il surveillait les vannes et le flux d'essence dans l'oléoduc. C'était le premier signe qu'il y avait un problème. Mais après avoir vérifié à nouveau, il pense que tout va bien. Alors que le carburant est acheminé de la station de pompage de Cherry Point à l'installation de Tosco, les opérateurs le redirigent vers un terminal sur Harbor Island à Seattle. Une tâche de routine qui ne devrait poser aucun problème. À 160 km à Bellingham, les habitants appréciaient affronter la douce après-midi de juin dans les parcs paisibles entourant la gorge de Whatcombe Creek, traversant le centre-ville. C'est l'avant-dernier jour de l'année scolaire. Et parmi les visiteurs du ruisseau, deux enfants de 10 ans, Stephen Service et Wade King, jouant près des berges de la rivière, un endroit familier où ils se sentent en sécurité. De retour au centre de contrôle à Renton, l'ambiance est moins paisible. À 15h18, les opérateurs lancent le transfert, mais la pression augmente dans le pipeline en amont du point de livraison. L'augmentation est jugée normale en raison des fluctuations habituelles lors du transfert de carburant. Pour gérer cela, les contrôleurs activent une pompe de secours pour soulager la pression. Cependant, le transfert de carburant échoue de façon inattendue, déclenchant des alarmes et rendant les ordinateurs non réactifs. Avec le système d'exploitation qui tombe en panne à ce moment crucial, la situation s'aggrave rapidement. À 15h22, les pompes commencent à s'arrêter en raison d'une pression trop élevée. Les opérateurs, gênés par le système qui ne répond pas, peinent à comprendre et à gérer la situation qui évolue rapidement. Seulement 6 minutes plus tard, la catastrophe frappe. La conduite se rompt sous le parc Whatcombe Falls, libérant 897 000 litres d'essence, soit assez pour remplir 15 000 voitures. Une minute après, la pression redevient normale, mais la conduite cesse entre Cherry Point et Renton. Les opérateurs, inconscients de la rupture, se retrouvent avec un système apparemment défaillant. Le transfert d'essence depuis Cherry Point est suspendu le temps que les équipes évaluent en pas la situation. Pensant avoir résolu les problèmes, les opérateurs relancent le transfert depuis Cherry Point. Ils n'ont aucune idée qu'ils pompent encore plus d'essence dans la fuite. Pendant les 40 minutes suivantes, l'essence se déverse dans le ruisseau, créant une situation de plus en plus dangereuse. Avant qu'un jeune diplômé du lycée ne parte vers le ruisseau, il écrit un mot à ses parents pour leur dire où il sera. Liam Wood pêche à la mouche à son endroit préféré, non loin des deux jeunes garçons. Ce sera le dernier mot qu'il écrira de sa vie. À chaque minute qui passe, le danger devient invisible pour ceux qui pourraient l'empêcher. Près d'une heure après la rupture, le logiciel de détection de fuite déclenche enfin une alarme, alertant les opérateurs du problème grave. Pendant que des instructions sont données pour démarrer une autre pompe, un employé appelle le 911 depuis le pont, signalant des émanations d'essence. Ce n'est qu'à ce moment-là que la salle de contrôle à Renton prend conscience de la rupture de la conduite. 911, je veux signaler une explosion. Les minutes suivantes voient une intense activité. Les opérateurs du pipeline ferment les vannes pour isoler la rupture.
Une minute plus tard, la police et les pompiers commencent à fermer les routes autour du ruisseau et appellent une équipe de matières dangereuses pour enquêter. L'essence continue de s'écouler depuis le site de la rupture près de la station de traitement de l'eau, se répandant en aval et saturant l'eau. L'eau claire du ruisseau devient laiteuse. Contaminée par le carburant toxique, des vapeurs commencent à s'élever de l'eau, créant une fumée épaisse et suffocante qui plane au-dessus du ruisseau et des environs. Je ne croyais pas ce que je voyais. Je veux dire, c'était littéralement de l'essence qui coulait librement. Et les vapeurs montaient aussi haut qu'on pouvait voir. Ça brouillait complètement tout le paysage derrière le ruisseau. Inconscient du danger qui approche, Liam continue de pêcher. Les vapeurs d'essence, plus lourdes que l'air, se déposent dans les parties basses du parc, dont le canyon où est Liam. Les odeurs plus fortes l'envahissent. Coincé dans le canyon, il ne peut fuir les fumées suffocantes. Liam perd connaissance, tombe dans le ruisseau et se noie. Son corps ne sera identifié qu'au petit matin du lendemain. Vers 2h30 du matin, nous avons entendu des pas sur le porche. Et, eh bien, au début, j'ai cru que c'était lui, mais c'était la police. C'est là qu'ils nous l'ont annoncé. La rivière est devenue dangereuse car de l'essence flotte à la surface, créant une couche explosive qui s'étend en aval. Environ 90 minutes après la rupture, la gravité de la situation apparaît clairement. Un opérateur du 911 appelle le numéro d'urgence d'Olympique pour s'informer sur l'origine de la fuite. On lui répond que la société est au courant de la situation et que l'oléoduc a été arrêté. Peu après, les stations de radio commencent à diffuser des messages d'urgence incitant les gens à rester à l'écart du ruisseau. Les évacuations débutent pour les zones situées à moins de 60 mètres du ruisseau. Le danger est imminent, mais personne ne sait à quel point ils sont proches autant de la catastrophe. Les opérateurs du pipeline appellent finalement le 911 pour signaler un possible déversement dans le ruisseau Whatcom. Cela allait bientôt s'avérer être un terrible euphémisme. Alors que l'essence continue de s'écouler en aval, la moindre étincelle pourrait déclencher un enfer de flammes. Pendant ce temps, les deux amis, Wade et Stéphane, ont trouvé un vieux briquet jeté. Leur curiosité l'emporte et ils commencent à jouer avec. Ignorant l'accumulation de vapeur et d'essence autour d'eux, les garçons allument le briquet, provoquant instantanément une explosion assourdissante. Les deux garçons sautent instinctivement dans le ruisseau pour se sauver, mais sont grièvement brûlés. L'explosion provoque une énorme boule de feu, atteignant environ 1100 degrés Celsius qui dévale le ruisseau jusqu'à l'Interstate 5 au centre-ville. La rivière de feu se propage rapidement, s'étendant sur environ 24 km le long du ruisseau. L'impact se fait ressentir dans tout Bellingham. Les flammes engloutissent le ruisseau et un nuage noir de fumée s'élève à plus de 9000 mètres dans les airs. C'est visible à des kilomètres à la ronde. Les deux jeunes garçons sont retrouvés par des voisins, debout sous le choc et la douleur, leurs vêtements ayant été brûlés par la chaleur intense. À 18h30, les pompiers n'ont maîtrisé les incendies principaux. L'horizon se dégage dans l'heure suivante. Les deux garçons ont été transportés par hélicoptère dans un hôpital à Seattle, mais le pronostic n'était pas bon. Lorsque les flammes se sont calmées, l'origine de la catastrophe a été examinée. Le National Transportation Safety Board a découvert que l'explosion n'était pas un événement isolé, mais le résultat d'une série d'erreurs humaines, de négligences et de défaillances systémiques s'étalant sur plusieurs années. Tout a commencé en 1994 lors de la modernisation de la station de traitement des eaux de la ville, lorsque des entrepreneurs ont accidentellement heurté la conduite voisine avec des engins lourds. La bosse semblait mineure à l'époque, et à cause de mauvaises inspections de la part d'Olympique, elle s'est passée inaperçue. Avançons vers la fin des années 90, quand l'entreprise a mené des inspections internes censées repérer les dégâts de l'excavation précédente. Mais ils ont bâclé l'évaluation et ont décidé de ne pas creuser pour vérifier la section endommagée. Juste avant la catastrophe, l'entreprise lançait une installation voisine, ce qui n'a fait qu'ajouter d'autres problèmes. La vanne qui arrête le flux dans le pipeline continuait de se fermer de façon inattendue. Cela a causé des problèmes de pression et de fonctionnement, mais même si cela continuait à se produire, ils n'ont rien fait. Malgré ces problèmes évidents, ils ont fermé les yeux jusqu'à la rupture. Et après avoir compté toutes les pertes, le bilan total de la catastrophe était tout simplement dévastateur.
L'écosystème du ruisseau a été décimé par un incendie qui a brûlé 26 acres, carbonisé le sol et vaporisé l'eau. Toute la vie aquatique en aval du site a été détruite, y compris plus de 10 000 poissons. Environ 3 000 oiseaux, petits mammifères, loutres, castors et buses à queue rousse sont aussi morts. L'explosion a détruit la station d'épuration de Bellingham et causé 58 millions de dollars de dégâts aux propriétés environnantes. Les garçons n'ont malheureusement pas survécu. Wade est décédé aux premières heures du lendemain de la catastrophe, et Stephen est décédé peu après. Mon fils adorait le baseball et je ne voulais pas qu'il souffre. Alors je lui ai dit qu'il y avait un match de baseball. Ils avaient besoin d'un receveur gaucher. Par hasard, les garçons sont devenus des héros malgré eux. Quelque chose allait provoquer l'embrasement de ces fumées. Et le fait que cela se soit produit dans une zone en grande partie inoccupée a, je pense, permis de limiter considérablement les dégâts humains. L'impact aurait pu être bien plus dévastateur si ce panache de gaz avait continué jusqu'à la baie de Bellingham. Fait remarquable, l'explosion et l'incendie n'ont causé aucune autre perte humaine, seuls quelques blessés ayant été signalés. Il était évident que l'incident aurait pu être évité à plusieurs reprises et qu'il y aurait d'importantes conséquences juridiques. Dans une décision historique, 2 employés d'Olympique ont été emprisonnés pour leur implication. L'entreprise a également été condamnée à plus de 100 millions de dollars d'amendes et de frais. Les familles Lartas-Yemi des 2 garçons décédés ont obtenu 75 millions de dollars lors d'une action pour décès injustifié. Au même moment, la famille de Liam a réglé un procès pour un montant non divulgué. La tragédie a entraîné des changements dans la réglementation de la sécurité et la création du Pipeline Safety Trust. Après l'explosion, Olympique a arrêté ses activités. La conduite est restée fermée pendant 20 mois, marquant la plus longue fermeture de pipeline après un incident dans l'histoire des États-Unis. Mais avec plus de 30 000 miles de conduite de carburant liquide traversant l'Amérique et un héritage de négligence d'entreprise et d'erreurs humaines, la question n'est pas de savoir si un tel incident se reproduira, mais quand. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne.